Bonjour à tous, bienvenue sur les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons parler statistiques, chiffres, mais chiffres dynamiques, attrayants, avec un invité, Olivier Frey, qui est consultant, formateur indépendant, spécialiste dans les sujets d'agriculture, d'agronomie, d'agroalimentaire aussi. Beaucoup d'études à votre actif. Olivier, bonjour. Bonjour. Les chiffres, donc, c'est un peu votre spécialité. On va s'intéresser à quelque chose que vous sortez, que vous publiez notamment, on va voir ça sur les réseaux sociaux, sur Twitter, vous sortez ce que vous appelez les agri-data. Les agri-data, Tout à si fait. j'essaye de résumer, vous prenez une thématique donnée et vous allez essayer de sortir des chiffres avec beaucoup d'histoire, c'est-à-dire que vous revenez 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière pour voir l'évolution, par exemple, de la production, de la consommation du vin, mais aussi le comportement des Français. Là. Que les Français ont-ils consommé au fil du temps? Quelles ont été les évolutions? Et je trouve que c'est assez intéressant. Agri-data, donc, on va voir dans quelques minutes, quelques instants, ce que c'est concrètement. L'état d'esprit, c'était quoi? De faire de l'analyse de chiffres, mais d'une manière plus vivante, plus attrayante? Voilà, l'idée que j'ai eue, c'est en fait, on a beaucoup de données, on parle de beaucoup de choses sur l'agriculture, on utilise souvent des données, hein. J'ai commencé le premier sur cette idée de les gens dépensent de moins en moins d'argent pour s'alimenter. Alors, on entend ça souvent, mais comment le quantifier concrètement? Il faut fouiller dans des bases de données INSEE, lire beaucoup d'articles, etc. Et quand on regarde les données, c'est difficile aussi de voir la tendance finalement sur longue période. Et je me suis dit que des graphiques animés, j'en avais déjà vu passer un peu sur Internet. Je me suis dit que ça pouvait être un bon vecteur pour expliquer des choses de manière ludique et simple, sans trop de blabla, où finalement on n'a pas besoin d'écrire 3-4 pages d'analyse pour expliquer quelque chose, quoi. Alors très concrètement, on va aller regarder justement ce que sont ces agri-data et la forme que vous leur donnez. Le premier de la série, l'agri-data numéro 1, intitulé Comment les dépenses des ménages français ont évolué au cours du temps. L'idée est simple, donc c'est finalement comment les Français ont-ils consommé au fil du temps, le logement, l'alimentation, les transports. Donc on voit le graphique de 1959 jusqu'à 2018. Vous allez analyser avec ce graphique dynamique, ce qu'il y a d'intéressant quand on le lance, c'est qu'on va voir qu'il y a évidemment des évolutions, des transformations. Oui, tout à fait. On voit finalement que, enfin, on entend souvent dire que les gens feraient mieux de dépenser plus pour se nourrir que de s'acheter des smartphones. Or, c'est un raccourci un peu trop simple pour moi. On se rend compte quand même, si on regarde sur longue période, que c'est les coûts du logement qui ont fortement augmenté et qui donc font pression aussi sur le budget des ménages. Sur les transports, ben forcément, on se déplace beaucoup plus. Donc c'est aussi un budget qui est devenu aujourd'hui contraint. Donc c'est pas tant le budget communication, achat d'un téléphone, on n'achète pas un téléphone non plus tous les mois, que certaines dépenses qui sont vraiment devenues contraintes pour les ménages. Là où c'est véritablement flagrant, Olivier, c'est effectivement sur le logement. On voit la prépondérance qu'a pris le coût du logement dans les dépenses Ouais. des ménages français. C'est assez phénoménal. Alors c'était en deuxième, en troisième position, c'est vraiment passé en première position. C'est frappant. C'est frappant et je pense que c'est aussi dû à l'urbanisation croissante de finalement. On habite de plus en plus dans les villes, donc forcément les loyers dans les villes sont plus chers que en zone rurale, hein, de fait. Que ce soit les loyers ou même à l'achat, hein, tout ça c'est aussi lié, hein. Alors, il y a un deuxième graphique qui concerne l'évolution de la composition du panier de courses alimentaires des ménages français depuis 1959. Alors là aussi, des choses surprenantes parce que quand on y pense, on se dit, bien, ben, finalement, dans mon panier de courses, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? La viande, le pain, les céréales, les boissons alcoolisées, le lait, le fromage, les œufs, les légumes, les fruits, etc. Là aussi, on a des idées reçues, j'ai envie de dire. Et quand on regarde le graphique, ben, on se rend compte que, notamment sur la viande, les boissons alcoolisées, les céréales, il y a des évolutions. Tout ça bouge aussi au fil du temps, finalement. Dans le premier graphique, je regardais le budget alimentaire au niveau global, donc qui incluait aussi la restauration. Parce qu'on a quand même une place importante de la restauration, hein, on l'a vu, hein, les restaurants Mhm. fermés, ça a coupé toute une partie
d'argent qui arrivait finalement dans l'économie. Et si on redescend au niveau du panier, on va dire, panier de la ménagère, c'est un peu vieillot maintenant, mais le panier du Le panier de ménage, la famille, hein. voilà, le panier de la famille, on se rend compte effectivement de comment les dépenses évoluent au fil du temps. Et là, on voit un petit peu aussi comment évoluent certaines dépenses. Je pense effectivement à la viande, sur les fruits et légumes, qui suivent aussi les tendances d'alimentation, hein, des différents ménages. Donc, cette idée de faire des graphiques dynamiques, bien sûr, ça va intéresser les professionnels du monde de l'agroalimentaire, de l'alimentation, de l'agriculture. Mais cette forme-là, il y avait l'intention véritablement de donner de quelque chose de plus pédagogique, de plus didactique, de plus compréhensible finalement. Un bon dessin, un bon graphique vaut mieux que des tonnes de texte. Mon idée, c'est que ça serve à la fois aux professionnels, mais aussi pourquoi pas des instituteurs ou des professeurs d'économie qui pourraient utiliser, en se connectant sur le site, hein, sur mon blog. En plus, ces graphiques sont cliquables et interactifs, donc ça permet de donner un peu de mouvement. Et j'ai pour idée aussi d'aller encore plus loin dans l'analyse et de proposer éventuellement des services sous forme d'abonnement au mois, sur des analyses plus poussées. Je peux aller descendre, par exemple, sur le vin, on peut descendre jusqu'au niveau départemental. Quel département produit tel type de vin? On peut aller voir les entreprises, quelles sont les principales entreprises. On peut aller voir aussi quels sont les différents échanges entre les différents pays. Je pense par exemple, en ce moment on parle beaucoup de sécurité alimentaire, où la France doit beaucoup plus être autonome en matière alimentaire, mais on se rend compte quand même qu'on est exportateur de blé. Donc le blé, c'est une grosse composante. Donc on peut voir, par exemple, on peut aller dans l'analyse sur quels sont les pays à qui la France vend du blé, par exemple. Voilà, un outil professionnel, grand public, éducatif aussi. Les thématiques que vous Voilà. avez abordées aujourd'hui dans vos agri-data, donc on peut retrouver sur le site olivierfray.com, et comment les dépenses des ménages ont évolué depuis les années 50. Le numéro 2, c'était la production de céréales dans le monde. Le numéro Tout à 3, fait. c'était le lait. Et puis Mm. celui qui est sorti le plus récemment, le vin. Une petite parenthèse justement sur le vin, là aussi c'est assez intéressant. Il y a eu un changement dans l'ordre des choses concernant les producteurs, je crois. Il y a un graphique qui concerne l'évolution de la production des 20 premiers pays producteurs de vin entre 1995 et 2019. Et alors là, c'est assez intéressant parce que ce graphique animé, il montre quoi quand on le regarde? C'est un vrai match entre Ouais. l'Italie, la France, l'Espagne, même les États-Unis. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est au niveau surface, finalement, on se rend compte que la Chine a quand même une surface importante consacrée à la viticulture. Par contre, c'est un pays qui a probablement des rendements beaucoup plus faibles que nous, donc du coup, ils produisent beaucoup moins. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, on se rend compte effectivement que c'est un match France, Espagne, Italie sur la quantité de vin produite. Ce qui va être intéressant, il faut que j'y travaille, c'est d'aller plus loin sur la valeur aussi de ces productions-là. Parce que finalement, la France, on va être beaucoup plus, on est leader en valeur, on n'est pas forcément leader en volume, mais on va être leader en valeur, parce qu'on vend du champagne, on vend des grands crus, etc. etc. Donc c'est Alors, ce qu'il y aussi, a aussi d'intéressant, ouais, pardonnez-moi, toujours à propos du vin, c'est la consommation. Parce que vous faites oui, un tableau effectivement d'évolution de la consommation des 20 premiers pays consommateurs de vin mm, entre 95 et 2018. Et là, c'est étonnant parce que quand on regarde le graphique, on commence d'abord les Français, l'Italie et les États-Unis, puis l'Allemagne, d'accord? ouais. Donc là, on voit une évolution extrêmement importante de la consommation aux États-Unis. Et finalement, aujourd'hui, les premiers consommateurs de vin dans le monde, ce ne sont pas les Français, les Italiens, comme c'était le cas précédemment, ce sont devenus les Américains. Voilà. Donc, et par contre, si on ramène ça à la consommation par habitant, ce sont pas les États-Unis. On se retrouve, les plus gros consommateurs par habitant sont les Luxembourgeois devant les Portugais. Donc c'est vrai que
En termes quantitatifs, au niveau du macro d'un pays, effectivement, les États-Unis sont devant. Et ça fait d'ailleurs écho aux problèmes que rencontre la filière viticole française suite aux barrières douanières mises en place par Trump. Aujourd'hui, il y a aussi des problèmes d'export. On a une filière viticole française qui exporte quand même beaucoup, qui est un des piliers de l'agroalimentaire, hein. Si on regarde chaque année, le solde de l'agroalimentaire est positif, mais par contre, si on enlève juste la viticulture, on est beaucoup plus faible. Donc c'est le poids important aussi de la viticulture pour l'économie française, hein, finalement. Olivier Fray, vous avez donc sorti déjà 4 agri-data. Vous allez en sortir tous les combien? Vous avez une petite idée? Alors en temps de confinement, là pour le moment j'étais assez productif, hein, parce que j'ai une activité qui était un peu ralentie, donc j'en ai sorti un par semaine. Je vais essayer de tenir le rythme pour les prochaines semaines, mais peut-être probablement passer à peut-être un toutes les 2 semaines d'ici l'été. Si je comprends bien, Et vous, après, avec le confinement, vous êtes plus productif que les autres, c'est ça? bah, il faut savoir se renouveler, il faut trouver des nouvelles idées, il faut avancer aussi, hein, il faut pas être fataliste. Donc oui, oui, je cherche des nouvelles idées, des choses à amener au monde agricole et agroalimentaire. Merci Olivier. Et puis bien Eh bien, sûr, avec je plaisir. rappelle que l'on peut retrouver en détail toutes vos statistiques dynamiques très intéressantes vraiment à regarder sur le site olivierfray.com, AgriData, plein de stats dynamiques très intéressantes, j'ai envie de dire même ludiques. Merci Olivier et à très bientôt donc. Merci à vous. Bonne journée.